Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire avec Véronique Adam. Elle est inhalothérapeute au Programme national d'assistance ventilateur à domicile depuis plus de 21 ans. Elle occupe présentement le poste d'assistant-chef de clinique et participe à des études de recherche, à la gestion de la qualité des services et au développement des services PNAVD ici à Montréal. Bienvenue, Madame Adam, et je laisse vous le, le- la parole. Parfait, merci beaucoup. Je vais tout d'abord débuter par partager mon écran. Vous allez me confirmer si vous voyez bien la présentation dans quelques petites minutes. Donc, est-ce qu'on la voit bien? Moi, je ne vous vois plus. J'ai tout perdu, tout le monde. C'est parfait. Merci beaucoup. Excellent. Est-ce que ça bouge quand je bouge les Oui, diapos? oui, ça bouge. Parfait. Excellent. Donc, premièrement, merci de l'invitation de venir vous parler aujourd'hui des soins respiratoires dans la maladie de la SLA. Je m'appelle Véronique Adam, comme on vous le dit, puis je trouve que c'est important de vous mentionner que ça fait 21 ans que je travaille au PNAVD, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le PNAVD aussi, mais ça fait surtout 21 ans que je côtoie des usagers, des patients qui sont atteints de la SLA. Puis j'espère aujourd'hui de mieux vous faire comprendre quels sont les soins respiratoires qui peuvent aider certains symptômes pour la SLA, puis de vous faire comprendre le tout. Donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, on va regarder premièrement comment fonctionne le système respiratoire. On va regarder quelles sont les atteintes respiratoires qui sont secondaires à la SLA. On va aussi introduire le concept de l'hypoventilation alvéolaire. On va regarder quels sont les équipements qui sont nécessaires aux soins respiratoires dans un contexte de soins à domicile et en dernier lieu, là, je vais vous décrire un peu le rôle du PNAVD et les services offerts. Donc, le système respiratoire, il faut savoir qu'il repose sur trois parties totalement indépendantes pour avoir un fonctionnement normal et adéquat. Puis, on va vraiment décortiquer là, quel est le rôle de chacune de ces parties. Donc, pour avoir une respiration efficace et optimale, je dois avoir un bon fonctionnement du système nerveux central, de la cage thoracique et ses muscles, et bien sûr des poumons. Donc, quel est le rôle du système nerveux central? Le système nerveux central, lui, il doit assurer la conduction nerveuse entre le centre respiratoire, qui est situé au niveau du bulbe rachidien, et le faire moduler le centre respiratoire d'après les besoins respiratoires qu'on peut avoir. Il faut savoir que notre taux de contrôle au niveau du centre respiratoire qui se retrouve au niveau du bulbe rachidien, lui, est toujours en éveil. Puis son travail, c'est d'adapter, de moduler notre respiration d'après les différentes situations où on se retrouve. Donc, on n'a pas les mêmes besoins respiratoires lors de l'exercice, lors du sommeil, ou quand il fait chaud, on va s'adapter aussi, ou lors de la prise d'opiacés, d'alcool, etc. Donc, le rôle du centre respiratoire situé au niveau du bulbe rachidien, c'est vraiment d'adapter notre respiration, l'amplitude, la fréquence respiratoire d'après la situation où on va se retrouver. Aussi, je voulais souligner que le bulbe rachidien a beaucoup d'autres rôles sous sa gouverne, puis des rôles importants. Donc, sous la gouverne du bulbe rachidien, il y a aussi le rôle de la déglutition. Il est responsable du phénomène de déglutition, la salivation, le hoquet, le vomissement, la toux, donc le centre lié à la toux est aussi situé au niveau du bulbe rachidien, et l'éternuement. Donc, ça, c'est le premier volet, une des premières parties, le système nerveux central. La deuxième partie, c'est la cage thoracique et ses muscles. Donc, la cage thoracique et ses muscles, eux, ils sont responsables du mouvement des muscles afin d'avoir une inspiration et une expiration adéquate. Donc, à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? On doit déployer de l'énergie pour ouvrir la cage thoracique. Euh, En bas, je ne sais pas si on voit ma souris, il y a ici un grand muscle qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme, lui, est essentiel dans la respiration et à l'inspiration, le diaphragme va aller vers le bas. Donc, je vais ouvrir ma cage thoracique, le diaphragme vers le bas, entraîne une contraction des muscles intercostaux
et permet une entrée d'air et un volume d'air qui est adéquat, qui répond à mes besoins. Ça, c'est le phénomène de l'inspiration. À l'expiration, on parle d'un phénomène qui est plus passif, puisque le diaphragme, on voit la différence, hein, là, le diaphragme il a remonté vers le haut. Qu'est-ce qui s'est passé à l'expiration? C'est un peu comme si on prend le principe de l'élastique. Donc, à l'inspiration, j'étire mon élastique et à l'expiration, je relâche l'élastique. Donc, à l'expiration, c'est un phénomène qu'on appelle passif, puisque la cage thoracique et ses muscles reviennent à son point initial. Donc, la cage thoracique et ses muscles est essentielle aussi pour avoir une respiration adéquate. Elle joue vraiment un rôle mécanique. D'ailleurs, nos collègues anglophones appellent la cage thoracique et ses muscles de respiratory pump, la pompe respiratoire. Donc, je trouve tellement que ça illustre bien le travail de la cage thoracique et ses muscles. C'est vraiment un effet de pompe mécanique. Le troisième joueur, c'est les poumons. Donc, on a vu le système nerveux central, la cage thoracique et ses muscles et maintenant les poumons. Le rôle des poumons, bien sûr, c'est d'assurer le passage de l'air dans les voies aériennes supérieures, donc tout ce qui est au niveau du nez, du nasopharynx, l'oropharynx, le larynx, c'est tout ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures. Ensuite vient les bronches, donc ici le grand boyau, et les bronches ici plutôt, puis les bronchioles. Au bout des bronchioles, il y a des petits sacs qui s'appellent les alvéoles. J'aime bien illustrer l'arbre bronchique avec un arbre. Vous savez, l'arbre, vous avez le tronc principal, les bronches. Après ça, vous avez les petites branches qui sont nos bronchioles. Puis au bout des petites branches, il y a plein de feuilles qui sont les alvéoles. Les alvéoles que vous voyez ici à droite, leur rôle, c'est d'échanger l'oxygène pour aller vers le sang, pour l'oxygéner. Et aussi, leur rôle, c'est de prendre le CO2, qui est un déchet qui est ramené par la circulation sanguine, pour qu'il soit évacué dans l'expiration. Vous voyez que le phénomène inspiration-expiration, un et l'autre est aussi important. Aussi important d'apporter de l'oxygène dans votre sang que d'expirer les déchets, qui est le gaz qu'on appelle le CO2. Donc, maintenant qu'on a vu les systèmes respiratoires, on va regarder qu'est-ce que la SLA va affecter, quel élément dans le système respiratoire qui peut être impacté par la maladie. Donc, le système nerveux central, c'est sûr qu'il est atteint avec la maladie de la SLA parce qu'on a une atteinte des motoneurones qui sont aussi responsables de la conduction nerveuse de l'influx nerveux pour la respiration. Et souvent aussi, on a une atteinte au niveau du bulbe rachidien. Donc, on va avoir une atteinte au niveau du centre respiratoire. La cage thoracique et ses muscles, bien sûr, il va avoir une faiblesse de la musculature respiratoire. Donc, ça va affecter le mouvement, le fonctionnement de la pompe respiratoire. Donc, on va avoir un moins grand volume d'air qui va être inspiré. Les poumons, eux, ils sont normaux. Donc, la SLA ne va pas rendre les poumons malades. Ça va atteindre les deux autres items de notre système respiratoire, mais pas les poumons nécessairement. Par contre, si on a une pathologie pulmonaire, exemple, la maladie pulmonaire obstructive chronique qu'on appelle les MPOC, l'emphysème, la bronchiectasie, la fibrose pulmonaire, ça, c'est des maladies qui atteignent le parenchyme, donc tous les poumons. Là, on va avoir une atteinte respiratoire. Mais s'il n'y a pas de maladie pulmonaire, la SLA ne va pas toucher les poumons. Donc, maintenant qu'on a vu rapidement quand même là, le système respiratoire, je vous ai parlé qu'il y avait une perte de volume d'air qui était inspirée. Hein? On a une faiblesse musculaire qui s'installe, qui nous empêche d'inspirer un grand volume d'air. Et ce phénomène-là s'appelle l'hypoventilation. Donc, si je suis incapable d'inspirer un volume d'air suffisant, ça va avoir un impact sur mes échanges gazeux. Ça veut dire que mes échanges d'oxygène et de CO2 ne seront pas faits adéquatement et ça a des conséquences. Les conséquences sont l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la baisse de l'oxygène dans le sang et l'hypercapnie, ça, c'est l'augmentation du CO2 dans le sang. Donc, ça, c'est une des conséquences de l'hypoventilation alvéolaire. Maintenant, je vais transférer mon processus d'hypoventilation alvéolaire dans le sommeil parce que habituellement,
L'hypoventilation alvéolaire va va débuter de façon très silencieuse, si on veut. C'est graduel que ça va s'installer dans le sommeil avant de s'installer durant le jour où on va avoir un volume d'air insuffisant. Donc, c'est pour ça que je tenais absolument aujourd'hui de vous parler des phases du sommeil. Donc, il faut savoir que dans le sommeil, il y a deux types d'états. Il y a le sommeil non paradoxal et le sommeil paradoxal. Donc, le non paradoxal, c'est les phases qu'on appelle 1, 2, 3, 4, l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond. Et le sommeil paradoxal, c'est lui qu'on appelle le REM. Vous avez sûrement entendu ce nom-là. Le REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. Donc, il faut savoir que les phases de sommeil durent environ 90 minutes, mais dans une nuit, là, je vous dirais de passer de toutes les phases, c'est environ de 4 à 5 fois là, durant la nuit qu'on va passer à travers les différentes phases de sommeil. Nous, aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à la phase du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il y a des phénomènes très intéressants qui vont se passer durant cette période-là. Premièrement, c'est dans le sommeil paradoxal qu'on va avoir une disparition totale du tonus musculaire. Peut-être que vous avez déjà entendu dire, ah, durant certaines phases du sommeil, on devient comme paralysé. OK? C'est comme si notre musculature là, n'a plus de tonus. Ça revient un petit peu là, à l'amalgame que j'ai fait. Et aussi, durant ce sommeil-là, il y a des mouvements oculaires très, très rapides et des ondes aussi cérébrales qui sont très, très rapides, dont le nom qui s'appelle de Rapid Eye Movement. Donc, le paradoxe, c'est qu'on a un sommeil très, très profond avec une atonie, ça veut dire pas de tonus musculaire, mais des signes d'éveil très, très, très élevés. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette phase de sommeil-là paradoxale. Nous, qu'est-ce qui nous importe dans la phase de sommeil paradoxal, c'est que premièrement, les fonctions vitales comme la respiration ou le rythme cardiaque sont très, très instables durant cette phase-là. Et l'atonie musculaire qui se passe durant le sommeil paradoxal amène une inhibition du tonus des muscles respiratoires. Et le seul muscle respiratoire qui est en charge de soutenir notre respiration, c'est le diaphragme. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a une faiblesse musculaire, l'hypoventilation va arriver de façon très insidieuse durant la nuit, durant la phase paradoxale où ce que notre diaphragme n'est peut-être pas assez fort pour soutenir nos besoins de ventilation. Et à ce moment-là, on va parler d'hypoventilation alvéolaire chronique. Donc, l'hypoventilation qu'on a vue tantôt, elle devient chronique et notre corps s'adapte. Le corps va progressivement s'adapter à cette instabilité-là et il va provoquer des changements au niveau des gaz de notre sang. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que quand on a une suspicion d'hypoventilation alvéolaire chronique, on va souvent valider votre CO2. Ça veut dire qu'on va prendre une mesure de votre sang habituellement pour voir si votre CO2 est plus que 45. La moyenne d'un CO2, c'est entre 35 et 45. Lorsqu'on est plus élevé que 45, c'est là qu'on va parler d'hypercapnie durant le jour, donc d'un CO2 élevé durant le jour. Et ça, c'est le signe qu'on a un trouble du sommeil. Donc, tout ce qu'on a vu là tantôt dans l'explication du sommeil paradoxal, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amène un trouble du sommeil qui va provoquer une hypercapnie diurne. Mais dans votre quotidien, là, vous dites, c'est bien beau ça, puis on ne mesure pas notre CO2 au quotidien, bien entendu. Il y a des symptômes qui vont déterminer qu'on peut avoir de l'hypoventilation, d'avoir un sommeil peut-être pas adéquat. Donc, les symptômes, on parle d'orthopnée. L'orthopnée, c'est quoi? C'est quand je me couche sur le dos puis que je me sens comme étouffée. Je sens que je ne suis pas capable de respirer adéquatement. Habituellement, c'est comme un réflexe, on va mettre deux oreillers ou on va dormir dans le lazy boy parce qu'on n'est pas capable de se coucher sur le dos. Quand on a de l'orthopnée, c'est un signe que peut-être que notre ventilation durant la nuit n'est pas adéquate puisqu'on a une faiblesse musculaire des muscles respiratoires qui peut s'avoir installé. Également, on peut avoir de l'essoufflement. Les maux de tête matinaux, c'est assez caractéristique d'un CO2 élevé. Donc, pour la population en général, quand on se lève le matin avec des maux de tête ou une grande fatigue,
Une somnolence diurne, c'est souvent des signes qui nous indiquent qu'on peut avoir un trouble du sommeil. Aussi, on dit bien sûr un sommeil non récupérateur. Dans les médias, on parle énormément de la qualité de sommeil. Donc, de ne pas avoir un sommeil adéquat, ça a des effets importants sur nos activités durant la journée. Donc, un sommeil non récupérateur vous amène de la fatigue, on le dit, somnolence diurne, mais aussi de la difficulté à vous concentrer, peut-être à écouter les conversations, etc. Donc, quels sont les traitements pour corriger l'hypoventilation alvéolaire chronique? C'est là qu'on va parler de ventilation non invasive ou de ventilation invasive. Donc, deux types de ventilation. La ventilation non invasive, le nom le dit, c'est qu'on va mettre un masque sur le visage pour envoyer une pression positive. Donc, on va pousser de l'air. Deux façons de faire la ventilation non invasive. On le fait avec deux appareils, soit un appareil CPAP ou BiPAP. Inquiétez-vous pas, on va tout décortiquer le nom et le rôle de chacun des appareils. Donc, ça, c'est pour la ventilation non invasive. Du côté de la ventilation invasive, à ce moment-là, c'est invasif dans le corps et on va utiliser deux types d'interfaces ventilatoires, soit une trachéostomie ou un tube endotrachéal. Donc, la trachéostomie, c'est vraiment la canule de trachéo qu'on va avoir insérée là, au niveau du larynx. Et le tube endotrachéal, c'est quand on parle à l'hôpital puis qu'on dit est-ce qu'on veut être intubé, est-ce qu'on va avoir un tube pour qu'on puisse vous ventiler. C'est ça le tube endotrachéal. Quel type de ventilation on va préconiser? Bien sûr, la première option, c'est la ventilation non invasive. On le dit, c'est des soins beaucoup moins invasifs, puis c'est quand même facile à utiliser. On va utiliser différents types de masques et c'est facile à je ne sais pas gérer, mais les soins sont beaucoup moins invasifs si on compare avec une ventilation invasive, puisqu'à ce moment-là, on va avoir une trachéostomie qui nécessite certains soins là, quotidiens et certains types d'appareils et bien sûr des interventions qu'on dit un petit peu plus invasives. C'est quoi la différence entre un CPAP ou un BiPAP? Peut-être que vous vous posez la question, puis je vais essayer de bien y répondre. Donc, un CPAP, c'est vraiment pour traiter l'apnée obstructive du sommeil. Donc, il y a beaucoup d'apnée obstructive du sommeil dans la population, beaucoup d'appareils CPAP dans les domiciles québécois et même canadiens. Donc, l'apnée obstructive du sommeil, c'est quoi? C'est que lors de mon sommeil, je vais obstruer mes voies aériennes supérieures. Donc, vous voyez que le dessin de gauche, il n'y a pas d'ouverture, parce que la petite flèche jaune, là, il n'y a pas d'ouverture pour laisser passer l'air. Lorsque j'utilise un appareil de type CPAP, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir une pression continue. Ça veut dire que ça va pousser une certaine pression. C'est comme un vent. Donc, ça pousse une pression toujours constante pour me permettre de garder les voies aériennes supérieures ouvertes et de m'empêcher de faire de l'apnée obstructive du sommeil. Donc, ça, c'est le rôle du CPAP, apnée obstructive du sommeil. Pour traiter l'hypoventilation alvéolaire chronique, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un appareil de type BiPAP. Pourquoi? Parce que le BiPAP, lui, il va venir aider les fonctions de mon système respiratoire là, qui sont peut-être défaillantes, comme on a vu un peu plus tôt dans la présentation. Donc, le BiPAP, lui, il va donner premièrement une pression inspiratoire qu'on appelle le IPAP. Puis vous voyez l'image. Donc, à l'inspiration, j'envoie une pression positive dans mes poumons qui me permet d'ouvrir ma cage thoracique. Donc, à ce moment-là, je m'assure d'avoir un volume suffisant pour que mes échanges gazeux soient adéquats puis que mon système fonctionne adéquatement. Première chose, pression inspiratoire. Deuxième chose, pression expiratoire. Ça veut dire qu'à l'expiration, comme l'image qu'on vient de voir, je vais garder mes voies aériennes supérieures parce que les voies aériennes supérieures peuvent avoir une tendance à se collapser. Donc, le EPAP, la pression expiratoire, c'est un peu comme l'appareil CPAP qu'on vient de voir. De plus, sur les appareils de type biniveau ou BiPAP, on a une fréquence respiratoire de base. Tantôt, je vous disais que parfois, le centre respiratoire peut être atteint puis de ne pas faire son travail adéquatement. Bien, ici, on vient corriger cette problématique-là, puisque je dis à mon appareil, un exemple, assure-toi qu'il y ait
que mon usager ait toujours 12 respirations par minute. Puis l'appareil va s'assurer que si vous prenez plus que 12, il va seulement vous suivre, il va vous assister. Mais si votre fréquence respiratoire tombe en bas de 12, bien, il va vous envoyer une ventilation à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment le rôle du biniveau. Puis on appelle ça biniveau parce qu'on a deux niveaux de pression. Et également, votre inhalothérapeute va vous faire des tests pour optimiser votre confort. Est-ce que votre machine, est-ce qu'elle suit votre respiration? Est-ce que vous avez assez de temps pour inspirer votre volume d'air, etc.? Ça, c'est des paramètres qu'on appelle avancés pour optimiser votre confort. Comment ça fonctionne un BiPAP? Ici, c'est une image d'un appareil qu'on appelle le BiPAP, le Stellar de ResMed. Donc, vous avez ici la partie appareil. Ici, vous avez la partie humidificateur. On met de l'eau déminéralisée dans l'humidificateur pour permettre d'humidifier les voies aériennes supérieures parce que la ventilation, c'est une pression. Hein, ça fait beaucoup de vent dans les voies aériennes supérieures et ça peut amener de la sécheresse. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un humidificateur pour humidifier les voies aériennes supérieures. De plus, on a un tube qui relie le masque, qu'on appelle aussi l'interface, à l'appareil de type biniveau. Plusieurs types de masques sont disponibles sur le marché. Ici, je vous ai mis des exemples d'un masque nasal, facial et intranarinaire. Le masque nasal, c'est un masque qui va couvrir seulement votre nez et qui dégage votre bouche. Bien sûr, pour utiliser un masque nasal, il faut être capable durant la nuit de garder sa bouche fermée. Par contre, avant d'aller utiliser un masque facial, on peut utiliser une mentonnière. Donc, c'est vraiment un bout de tissu avec un velcro qu'on met sous le menton pour nous aider durant la nuit à ouvrir la bouche. Parce que si vous ouvrez la bouche, c'est très, très désagréable. Premièrement, la pression que vous recevez sort par la bouche. Deuxièmement, vous allez avoir beaucoup de fuite dans votre appareil. Ça va sonner. Ça va déranger votre partenaire, puis vous allez appeler votre inhalothérapeute en disant ça ne fonctionne pas ton affaire. Mais bref, le masque nasal, c'est une belle alternative aussi pour une utilisation de jour, puisque ça laisse la bouche libre pour parler. Le masque facial, donc ici, vous avez un masque de Fisher-Prickle, qui est un masque facial qu'on utilise couramment. Et ici, vous avez un masque qu'on appelle hybride, qui veut dire qu'il couvre la bouche mais qui vient s'appuyer sous votre nez. Donc ici, on n'a pas d'appui sur l'arête du nez. On a vraiment combiné la technologie du masque facial avec la technologie du masque intranarinaire. On dit intranarinaire, mais je vous rassure, c'est rien qui rentre dans le nez. C'est vraiment un coussinet qui passe sous le nez du patient et qui envoie la pression positive. Donc ici, c'est intéressant. Les compagnies, depuis les dernières années, ont sorti des masques hybrides, donc ça peut être une belle solution là, pour certains. Le masque intranarinaire, c'est très utilisé quand on a besoin d'une assistance durant le jour. Ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser notre BiPAP durant le jour, puisque ça libère notre champ de vision et ça libère aussi la bouche là, pour qu'on puisse parler. Bien sûr, tous nos masques à l'intérieur, puis ici, je ne sais pas, moi je les connais par cœur, les masques, là, mais où est-ce que j'ai ma souris? Ici, il y a comme une valve expiratoire. Il y a plein de petits trous là, qui sont percés dans les masques. Donc, juste vous rassurer que tous les masques ont une valve expiratoire. Ça veut dire que l'appareil envoie la pression expiratoire et à l'expiration, il y a toujours des petits trous dans les masques pour laisser passer l'expiration. Donc, dans les traitements, on a vu que la ventilation non invasive ou invasive, c'est une solution pour traiter l'hypoventilation alvéolaire chronique. Mais la faiblesse musculaire qui va toucher la cage thoracique et ses muscles peuvent apporter des problématiques au niveau de la toux et de la gestion des sécrétions. Premièrement, il faut savoir que quand on tousse, vous n'avez pas idée combien de muscles sont impliqués pour avoir une toux efficace. Donc, il y a vraiment un processus qui est quand même complexe. Mais premièrement, il faut inspirer un grand volume d'air. Ça, c'est la première chose. Pour être capable de tousser, il faut être capable d'inspirer un grand volume d'air. Après ça, il va y avoir une contraction des muscles pour expulser rapidement ce grand volume d'air-là. Donc, il y a énormément de travail qui se fait au niveau de la toux. Puis aussi, on se rappelle tantôt, je vous disais qu'au niveau du bulbe rachidien, il y a aussi le centre de la toux qui se retrouve à ce niveau-là. Puis il y a aussi un arc
réflexe de l'atout. Je pense que l'arc réflexe, je pourrais vous l'illustrer. Exemple, quand on fait du reflux gastro-œsophagien, c'est pas nous qui décide de tousser, ça se fait tout seul. Donc, on a des récepteurs mécaniques et chimiques là, qui sont au niveau laryngé qui vont dire au cerveau, au centre de la toux, go, tousse. Là, le liquide, il remonte, puis c'est dangereux, il faut protéger les poumons. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complexe le phénomène de la toux. On a le phénomène musculaire, mais on a aussi toute la conduction nerveuse qui est reliée au centre de la toux au niveau du bulbe rachidien. Donc, il y a des techniques d'assistance à la toux qui sont là pour aider à avoir une toux plus efficace. Puis, on va les regarder ensemble. Donc, premièrement, on va parler de tout ce qui est toux assisté manuellement. On va parler de l'hyperinsufflation manuelle, puis vous allez voir, il y a tellement de synonymes pour cette technique-là. On va les regarder ensemble et on va terminer avec la toux assistée de façon mécanique. Donc, premièrement, les techniques d'assistance manuelle à la toux, ça le dit, c'est vraiment des compressions qu'on va faire sur le thorax du patient ou de l'usager. Le but, c'est de prendre une grande inspiration, puis à l'expiration, je dois pousser contre l'abdomen pour augmenter la vitesse de l'air, la vitesse de la sortie de l'air. Mais là, je vais vous montrer un petit vidéo. La position, c'est vraiment... Je vais vous l'agrandir. Donc, je vous présente JF. JF, c'est un patient à moi depuis plusieurs années qui a une amyotrophie spinale de type 2. Donc, la myotrophie spinale, c'est une autre type de maladie neuromusculaire qui touche le motoneurone. Et JF, souvent, on fait des poussées abdominales, mais sa famille, les aidants naturels, font des poussées abdominales, puis il avait accepté de faire les vidéos pour vous les démontrer. Donc, je le pars. La position, c'est vraiment les bras comme ça, les deux mains une sur l'autre. On établit un signal avec notre patient. Donc, nous, on établit que quand tu baisses les yeux, on est prêt à passer à la poussée. Donc, on entend la force de tout ici. Je termine la vidéo. J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Je dois spécifier, JF, ça fait des années qu'on lui pousse dans le ventre. Quand on commence les compressions abdominales, on ne pousse pas aussi fort que ça. Je tiens à vous rassurer. Le but, c'est vraiment de compresser le diaphragme dans les poussées abdominales pour qu'on puisse tousser plus fortement. D'ailleurs, souvent, les gens vont développer des mécanismes. Ils vont avoir remarqué que, par exemple, si j'inspire puis je me penche par l'avant, ben, je vais tousser plus fort. C'est normal parce qu'en me penchant vers l'avant, je vais compresser mon diaphragme. Ou avec la ceinture dans le fauteuil roulant, ça peut faire une certaine pression au niveau de l'abdomen, puis je peux me pencher, puis ça va aider la toux. Ou bien, on peut mettre un oreiller aussi, ça peut aider là, pour tousser plus fortement. Avec JF, vous avez vu les compressions abdominales. On peut faire des compressions thoraciques, donc un petit peu plus haut au niveau du thorax. Et l'idée, c'est vraiment de pousser à l'expiration. Et on a les compressions costolatérales et costophéniques. Je vous dirais qu'eux autres, c'est les moins populaires parce qu'on doit installer nos mains là, avec une espèce de forme de V au deuxième côte flottante. Des fois, ce n'est pas toujours confortable, mais ça existe. C'est quelque chose que votre inhalothérapeute ou peut-être physiothérapeute peut vous enseigner. Maintenant, passons à l'aide inspiratoire à la toux. Tantôt, on a parlé d'hyperinsufflation. C'est lui qui a énormément de synonymes. Des fois, vous allez entendre breath stacking, recrutement alvéolaire. LVR, c'est pour long volume recruitment. Donc, plusieurs synonymes pour désigner cette technique. Puis avant de regarder qu'est-ce que ça fait comme bénéfice, on va regarder encore là un petit vidéo avec JF. Attendez, je vais vous le repartir pour être certaine que vous voyez bien. On y va. On met le pinceau. On met la pièce dans la bouche. Quand tu es prêt, tu clignes des yeux. 1, on garde. 2, on garde. 3, on garde. On expire. Parfait. Deuxième coup, on va faire la même chose, puis on va tousser en expirant. Super. On met le pince-nez. Puis
Fesse buccale dans la bouche. Quand tu es prêt, on cligne des yeux. 1, 2, 3, tous. Parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec Jean-François? C'est que j'ai ajouté plusieurs volumes d'air pour augmenter mon volume d'air dans mes poumons. Donc, ici, c'est marqué augmenter la capacité vitale, c'est le volume d'air dans les poumons. Parce que si j'augmente mon volume d'air dans les poumons, vous vous rappelez tantôt, j'ouvre ma cage thoracique. Qu'est-ce qui arrive à l'expiration? C'est l'effet de l'élastique qui revient à sa position initiale. Donc, j'ouvre mon volume d'air, ma cage thoracique revient à sa position initiale et j'ai un grand volume d'air qui sort par les voies aériennes supérieures qui vont mobiliser les sécrétions et qui va aider à faire une toux très efficace sans fournir beaucoup d'efforts puisque j'ai mis beaucoup d'air dans les poumons. Donc, c'est vraiment payant comme exercice parce que aussi, puisque je vais chercher un volume d'air très élevé dans la cage thoracique, je vais garder une certaine compliance de ma cage thoracique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme quand on va au gym et on fait de l'exercice, on veut garder nos muscles en forme, mais c'est la même chose avec la technique de l'aide inspiratoire parce que je vais chercher beaucoup plus de volume que si je respire normalement. De plus, aussi, qu'est-ce que je m'assure avec l'aide inspiratoire à la toux, c'est que je vais faire une prévention, une réduction de l'atelectasie. C'est quoi l'atelectasie? C'est des zones de poumons qui ne sont pas ventilées. Si mes zones de poumons ne sont pas ventilées, ça veut dire que vos alvéoles ne reçoivent pas les échanges gazeux et ça va avoir un impact sur le taux d'oxygène et de CO2. Donc, en faisant l'aide à la toux au niveau du recrutement alvéolaire, bien, je vais m'assurer que toutes les parties de mes poumons sont bien ventilées. Et le dernier élément, promouvoir la phonation. Pourquoi? Quand je parle, j'ai besoin d'avoir un volume d'air suffisant dans mes poumons. D'ailleurs, quand on s'hypoventile, ça veut dire qu'on n'inspire pas un volume d'air adéquat. Tout au long de la journée, qu'est-ce qui se passe? C'est que la voix va diminuer. Là, ça se peut que les proches vous entendent moins, que la voix s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Quand la voix, le timbre de voix s'affaiblit, c'est un signe d'hypoventilation. Donc, vous faites la technique du ballon, puis j'aime bien ça parce que mes patients, ils donnent plein de noms au recrutement alvéolaire. Des fois, c'est le ballon, des fois, c'est la pompe. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais quand ils font le ballon, qu'est-ce que ça fait quand on enlève la pièce buccale? Puisque j'ai un grand volume d'air qui a été mis dans mes poumons, c'est que ma voix va être très stable et très forte. OK? Donc, pourquoi je vous mentionne de promouvoir la phonation? Parce que des fois, ça se peut que, exemple, en fin de journée, on reçoit de la visite. Là, si vous avez de la visite, vous voulez parler. Parler, ça demande énormément d'efforts quand on s'hypoventile. Fait que quelques coups de pompe, quelques coups de ballon, mais ça va vous donner une certaine réserve parce qu'on augmente aussi la ventilation minute. Donc, ça nous donne une certaine réserve sur un 30 à 40 minutes. C'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire que vous n'allez pas vous fatiguer à parler. L'autre chose, le souper. En fin de journée, si je me suis hypoventilée toute la journée, je ne vais pas manger. Quand je suis essoufflée, je ne mange pas. OK? On n'a pas d'appétit. Donc, peut-être que faire le ballon, ça peut être une bonne idée avant de manger. Et mon dernier truc, c'est certains patients ont de la difficulté à se moucher. Ça veut dire de prendre, pour se moucher, pensez-y, là, pour prendre l'air de nos poumons, pour le faire monter dans nos voies aériennes supérieures puis le sortir par le nez. OK? Ça demande quand même beaucoup d'efforts. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec le ballon? C'est d'envoyer mon volume, mais au lieu de le tousser, je vais le sortir par le nez pour me permettre de moucher. Donc, ça, c'est plein de trucs que vous pouvez faire avec le recrutement alvéolaire. Puis, on vous invite à moduler l'utilisation puis à voir dans votre journée, dans votre routine, à quel moment c'est mieux adapté pour vous. D'ailleurs, ça, je vais en parler tantôt, mais nos techniques pour l'utiliser là, sont publiques sur notre site parce qu'on veut que le plus de personnes puissent utiliser ce système-là qui est quand même très abordable et facile d'utilisation et très bénéfique. Lorsque le recrutement alvéolaire ne fonctionne plus, que ce n'est pas suffisant, c'est là qu'on va passer à l'aide mécanique à la toux. Puis lui aussi, il y a plusieurs synonymes. On l'appelle inexsufflator, cough assist. C'est des appareils qui ont toutes la même terminologie, mais qui ont le même fonctionnement.
Donc, un appareil d'aide à la toux mécanique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça pousse une pression positive à l'inspiration, quand même beaucoup plus forte que le BiPAP. Et à l'expiration, je vais retirer par une pression qu'on appelle négative. C'est vraiment l'effet aspirateur. Donc, je mets une pression négative et je tire. Pourquoi? Pour aider à mobiliser les sécrétions. Allons voir la vidéo avec JF. Donc, ici, c'est un exemple de l'appareil qu'on utilise avec JF qui est un Cofasys. J'attire votre attention sur l'abdomen de JF. Donc, on voit qu'il y a une grande expansion. On voit l'expansion à l'inspiration. Et à l'expiration, on voit que l'abdomen se creuse. Donc, on voit bien là qu'à l'expiration, l'abdomen se creuse. C'est un petit peu plus agressif comme thérapie versus avec le ballon. C'est deux systèmes différents. Donc, on utilise des appareils qui sont dédiés à cet usage-là. Je dois mentionner, par contre, que cet appareil, qui est le E70 de Respironics, a été discontinué l'année dernière. On est chanceux au PNAVD, on a une flotte pour répondre aux besoins de notre clientèle, mais on est actuellement là en magasinage pour trouver un autre produit pour le remplacer. L'univers du Cofasys n'est pas facile au Canada actuellement. On pourra en parler un petit peu plus tard là, à la fin de la présentation là, si nécessaire. Aussi, quand on fait des techniques d'assistance à la toux, il se peut que ça soit difficile de cracher les sécrétions, de sortir les sécrétions de la bouche. C'est pour ça qu'on va utiliser différents types de suctions portatives à domicile. Donc ici, c'est les 3 suctions qu'on utilise dans notre contexte de soins à domicile. Et à domicile, on peut faire 2 types d'aspiration. On peut faire l'aspiration buccale avec une tige rigide. Donc, on va dans la bouche aspirer. Et on a d'autres petits dispositifs aussi qui nous permettent d'aspirer sur le bord du nez si nécessaire. Donc, ça, c'est aspiration qu'on appelle buccale ou l'aspiration trachéale. Donc, quand on a une trachéo, on a besoin d'aller avec un cathéter dans la trachéo pour aller aspirer les sécrétions. Donc, on utilise les mêmes types d'appareils au niveau de la succion, que ce soit buccale ou trachéale. Il faut savoir que lorsqu'on a une trachéo, il faut faire minimalement 2 aspirations trachéales par jour, matin et soir, pour s'assurer qu'on a un passage dégagé au niveau de la canule trachéale, qu'on puisse bien respirer. Fait que ça, c'est les recommandations de base. Puis durant la journée, c'est au besoin. Tandis que l'aspiration buccale, c'est vraiment au besoin, là, il n'y a pas de recommandation de base. Ici, je voulais discuter avec vous parce que c'est une question qu'on a souvent. L'oxygène, est-ce que c'est bon quand on a une maladie telle que la SLA? Oui ou non? Puis je vous amène à réfléchir avec tout ce qu'on a discuté depuis le début. Est-ce que l'oxygène est un traitement? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'hypoventilation alvéolaire, on l'a vu, c'est un problème mécanique. Donc, on doit augmenter le volume d'air reçu et on doit compenser le fonctionnement inadéquat du système nerveux central au niveau du bulbe rachidien et de la conduction nerveuse. Donc, si je donne de l'oxygène seulement, sans ventilation non invasive, oui, je vais augmenter mon oxygène dans mon sang, mais je ne règle pas mon problème initial. Donc, oui, je vais résoudre à la base si mon oxygène est trop bas, mais à long terme, non. Puis même, c'est dommageable parce que quand on n'a pas besoin d'augmenter l'oxygène et qu'on donne un trop haut taux d'oxygène, ce n'est pas bon pour les cellules, donc ce n'est pas bon pour le corps humain. Par contre, donc, pourquoi l'oxygène, je m'excuse, pourquoi l'oxygène n'est pas recommandé? C'est parce que les poumons ne sont pas malades. Souvent, on va recommander l'oxygène quand on a une maladie pulmonaire. C'est là qu'on va faire un ajout d'oxygène. Par contre,
Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça se peut que, exemple, si on a une infection respiratoire, une décompensation lors d'une hospitalisation et que notre taux d'oxygène est trop bas, oui, on va avoir besoin d'oxygène, puis ça, c'est correct, mais on va l'utiliser avec notre support de ventilation non invasive. VNI, c'est pour la ventilation non invasive. Donc, oui, en traitement d'appoint, on va l'ajouter. Et habituellement, quand on a réglé notre infection respiratoire, on retourne à domicile sans oxygène. Donc, l'oxygène, c'est vraiment s'il y a une maladie sous-jacente au niveau pulmonaire. Donc, on en a parlé tantôt, la MPA comme l'emphysème, les bronchiectasies ou la fibrose pulmonaire. Donc, en général, l'oxygène n'est pas un traitement qu'on va ajouter au traitement de ventilation non invasive, les techniques d'assistance à la toux et la gestion des sécrétions. Donc, en résumé, avec l'évolution de la maladie, c'est quoi les volets respiratoires qui doivent être pris? C'est quoi le volet respiratoire? Qu'est-ce qui doit être pris en charge? On l'a vu tout au long de la présentation, la ventilation non invasive va être initiée d'après le besoin. Actuellement, on commence avec un besoin de nuit et il se peut qu'on l'utilise durant le jour pour aider notre cage thoracique et nos muscles à prendre un volume d'air adéquat. Ensuite, le recrutement alvéolaire, j'espère que je vous ai convaincu dans la présentation que c'était très utile à utiliser pour différentes raisons, autant pour la gestion des sécrétions que pour garder la compliance de vos poumons et aussi pour vous aider au niveau de la voix, pour ne pas vous épuiser. D'ailleurs, avec mes patients, je dis toujours que moi, je suis allergique au puis là, je n'ai pas une bonne imitation. Mais vous savez, d'essayer de se dégager, mais très faiblement, ça, c'est très, très irritant. Tandis qu'un petit coup de ballon, là, ça va régler votre problématique en moins d'une minute. Donc, c'est de savoir comment l'intégrer à la routine. Donc, dans le contrôle des sécrétions, c'est sûr qu'il faut avoir un volet là, pour prendre en charge s'il y a présence de sécrétions. Donc, toutes les aides à la toux, les appareils à succion et il y a certaines médications aussi qui sont disponibles pour essayer de contrôler mieux les sécrétions. Au niveau, ici, je vais marquer soulagement de l'anxiété. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on est très, très anxieux, très, très stressé, la respiration, c'est un des éléments qui est touché rapidement. Tantôt, je vous parlais du système nerveux central. C'est très, très complexe, le système nerveux central, puis héberge aussi le système nerveux sympathique qui, lui, gère toutes les réactions de stress. Donc, le système nerveux sympathique, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que on a été créé comme être humain à réagir à la menace. Donc, si j'ai un mammouth devant moi, je dois m'actionner rapidement. Donc, le système sympathique, lui, engage mes réactions, augmente ma fréquence cardiaque, donne de l'adrénaline à mes muscles, augmente mon pouvoir aussi au niveau de la fréquence respiratoire. Donc, quand on a des situations très, très stressantes, malheureusement, même si on n'a pas de mammouth devant nous, c'est notre système sympathique qui va souvent être en charge et ça va créer énormément d'effets négatifs sur le corps. C'est très important aussi qu'on soit capable de soulager l'anxiété, pas juste par la médication, mais par différentes techniques qui peuvent vous apaiser. Et ça va avoir un impact très important sur votre respiration. Bien sûr, de notre côté, les inhalothérapeutes, on va procéder à une réévaluation constante des paramètres ventilatoires. On va souvent vous poser comme question, pensez-vous que votre appareil vous donne assez d'air? Ou êtes-vous confortable avec votre appareil? Est-ce que votre appareil suit votre respiration? Donc, c'est vraiment notre rôle d'ajuster la ventilation d'après vos besoins, mais aussi l'évolution de la maladie. Et bien sûr, la dernière alternative, c'est la trachéostomie et la ventilation mécanique invasive à long terme, si c'est désiré par le patient ou l'usager. Souvent, c'est un sujet qui est abordé avec vous dans les cliniques SLA, à savoir, est-ce qu'on veut aller vers la trachéostomie? Qu'est-ce que ça implique, la trachéostomie? Je vous invite à en parler avec vos équipes de soins et avec vos inhalothérapeutes. Posez vos questions. Moi, la seule chose que je voudrais nommer aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai trop vu dans ma pratique, c'est qu'on a certains patients qui ont opté pour la trachéostomie en pensant que
puisque je suis capable de parler, je vais être capable de parler après avec la trachéostomie. Malheureusement, il n'y a aucune garantie qui peut nous dire, oui, je vais être capable de parler après. Puis je vous en parle parce que j'ai vu tellement de déceptions, puis il y a des patients qui nous ont dit avoir su que je ne parlais pas, je ne l'aurais pas fait. OK? Donc, ça, c'est un genre de détail qui est très important aussi, mais qu'on discute avec nos équipes de soins. C'est quoi les pour, c'est quoi les contre de la trachéostomie et aussi informer vos familles. Est-ce que si jamais ça ne va pas bien, exemple, j'ai une infection respiratoire, puis ça se passe mal, puis on doit m'intuber, est-ce que je veux être intubée? Est-ce que je veux avoir une trachéostomie? Qu'est-ce que je veux? Donc, c'est hyper important. C'est pas facile comme décision, mais parlez-en avec vos équipes de soins, parlez-en avec vos familles aussi pour que ça soit clair, pour éviter des situations vraiment difficiles pour vous et vos familles qui doivent prendre une décision qui ne sont pas sûrs de prendre. OK? Fait que ça, c'est très important. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. On est là pour y répondre. Avant de terminer, je voulais faire un survol rapide de qu'est-ce que c'est le PNAVD. Donc, le PNAVD, vous comprenez que c'est l'acronyme pour le Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, parce que c'est un peu long à dire, donc on utilise toujours le PNAVD. Et on est très fiers d'offrir des services à des personnes qui nécessitent de l'assistance ventilatoire depuis plus de 30 ans. Donc, le PNAVD a vraiment été créé en 1993. On bénéficie d'un financement direct du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ici, au PNAVD Montréal, on est affilié au Centre universitaire de santé McGill, où on offre une gamme de services qu'on appelle ultra spécialisés. Le mandat du PNAVD ici, c'est de desservir la clientèle adulte et pédiatrique qui nécessite des soins d'assistance ventilatoire à domicile. Ici, je vous ai mis une carte qui sépare le Québec parce que il faut savoir qu'au Québec, il y a 2 PNAVD. Il y a le PNAVD ici, Montréal, et il y a le PNAVD Québec, qui est situé à l'Institut de cardio et de pneumologie de Québec. Donc, si vous êtes dans l'Est du Québec, l'Est du Québec, puis j'ai mis une ligne imaginaire là, qui sépare le Saguenay puis la Mauricie, cœur du Québec. L'Est du Québec est desservi par le PNAVD Québec pour la clientèle adulte et le PNAVD Montréal est en charge de l'ouest de la province pour la clientèle adulte qui nécessite une assistance ventilatoire. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis, on a un cadre de référence qui nous dit comment organiser nos services. Et ici, au PNAVD Montréal, on est aussi responsable de tous les patients pédiatriques à travers le Québec et des patients avec des blessures au niveau de la moelle épinière. Pour couvrir ce grand territoire, on a différents services et partenariats. Donc, on a des centres satellites. Un centre satellite, c'est quoi? C'est comme un mini-clone du PNAVD qui est responsable de desservir sa région. Donc, les centres satellites actuels du PNAVD Montréal sont la région des Laurentides, Laval et Sherbrooke. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une de ces régions, c'est vraiment l'organisation de cette région-là qui va offrir les services qui va vous offrir les services. Mais il faut savoir que tout le matériel part d'ici, les guides patients, on a de la formation continue, etc. Donc, il y a vraiment un travail continu qui est fait avec nos centres satellites. Aussi, on a un partenariat avec la Montérégie, mais à ce niveau-là, on demeure impliqué au niveau des services auprès du patient. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on offre des services qu'on dit directs suivi par le PNAVD Montréal et la Montérégie pour 1496 patients et à travers nos centres satellites, 951 patients pour un total de 2447 patients actuellement. Quels sont les services offerts par le PNAVD? Premièrement, il faut savoir que la première étape, c'est qu'on doit recevoir une demande de consultation de votre neurologue ou de votre pneumologue. On a un formulaire d'admission qui doit être complété. Et ensuite, vous allez rencontrer nos infirmiers et infirmières cliniciens qui vont discuter de qu'est-ce que c'est la ventilation non invasive avec vous. Est-ce que vous voulez recevoir ce traitement-là? Oui, parfait. On initie les démarches. Donc, il y a vraiment un triage qui est fait de tous nos dossiers. Et aussi, quand nos infirmiers et infirmières vous visitent, ils s'assurent de savoir que vous avez déjà des ressources communautaires là, qui sont impliquées, disponibles pour vous aider. Donc, ça, c'est la première étape, c'est vraiment la faisabilité et l'admissibilité des gens à notre programme.
La deuxième étape, souvent pour notre clientèle SLA, on va procéder à des essais cliniques. Ça veut dire qu'on vous propose de venir au CESM au Glen, où ce qu'on va introduire la ventilation non invasive. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne. On va choisir le bon masque avec vous qui va bien avec votre visage. On va initier des paramètres et on va faire la titration. Ça veut dire de trouver les bons paramètres pour que vous ayez la bonne ventilation. Donc, ça fait partie de l'initiation à la ventilation non invasive. Si votre essai de ventilation a été fait dans le centre hospitalier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va initier votre traitement au niveau du PNAVD à domicile. Donc, on va vous voir à domicile, on apporte les équipements et on va faire la formation. Donc, la formation, c'est très, très important ici. C'est un aspect primordial. On est responsable de donner la formation à nos patients, aux familles, aux aidants naturels. On vous donne un cahier personnalisé avec tous les guides patients. Un guide patient, c'est exemple, j'utilise le BiPAP Stellar qu'on a vu tout à l'heure. Bien, j'ai un guide patient qui me dit comment le brancher, comment l'utiliser, s'il fait certaines alarmes, comment je dois gérer les alarmes. Donc, l'enseignement qui vous est donné se retrouve dans le guide patient. Au niveau des équipements fournitures, il faut savoir que le PNVD va toujours solliciter le premier agent payeur, ce qui veut dire que, exemple, si on a un usager qui a des assurances, c'est qu'on va travailler avec vous pour faire un engagement de fonds auprès de votre assureur en stipulant les équipements que vous avez besoin, parce qu'on a vraiment une flotte d'équipements particuliers. Donc, on va travailler avec vous, mais ça n'empêche pas, ça ne retarde pas notre implication dans le dossier. Donc, on va initier le traitement, puis on va faire ça après. S'il n'y a pas d'agent payeur, les frais sont soutenus par le gouvernement là, qui finance le programme. Au niveau du point 5, transition, retour à domicile, des fois, exemple, si on a un patient qui est hospitalisé, souvent, on va vous rencontrer à l'hôpital en premier, on va valider que nos équipements sont adéquats pour vous. Puis après ça, on va organiser le retour à domicile, installer les équipements, faire la formation, travailler avec les intervenants communautaires, etc. Nos visites à domicile, à la base, nous, notre ordre professionnel nous demande de voir nos patients 2 fois par année. Donc, ça, c'est le minimum. Mais je ne vous cache pas qu'avec la clientèle SLA, je vous dirais qu'on se voit à peu près aux 2 à 3 mois, tout dépendant des besoins du patient. N'empêche que si, par exemple, ça va bien, puis vous n'avez pas de changement, puis tout va bien, des fois, ça se dit à son inhalo, « Ah, c'est beau, on se revoit le mois prochain, tout va bien. » Donc, on s'adapte vraiment là, aux besoins. Puis, si jamais, là, je vous dis qu'on se voit aux 2 à 3 mois, mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous appelez votre inhalothérapeute et on intervient. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins que vous allez exprimer. Et le dernier point, on a un service de garde, mais c'est seulement pour les urgences techniques, ce qui veut dire que votre appareil fait des drôleries, des bizarreries, vous nous appelez, vous avez une question, puis ça se passe en dehors des heures de bureau et lors des journées fériées. Donc, ici, je trouvais intéressant de partager avec vous les diagnostics qui sont admissibles au PNAVD. Tantôt, on a parlé de l'hypoventilation alvéolaire chronique. Bien, ça se retrouve dans plusieurs types de diagnostics. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est les pointes de date des patients qu'on a au PNAVD actuellement. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, 40 de notre clientèle reçoit une assistance ventilatoire non invasive pour un syndrome d'obésité hypoventilation. Donc, ce syndrome-là cause de l'hypercapnie chronique. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle les obésités avec qui a un syndrome obésité et MPOC ensemble. Donc, on est à 10 Dans toutes les maladies neuromusculaires, ça représente 24 de notre clientèle. Les scolioses, c'est tout ce qui est difformité de la cage thoracique. Hein, on l'a vu, ça affecte le mouvement de la pompe respiratoire. Donc, on a besoin d'une assistance ventilatoire. Les apnées centrales, quand il y a des maladies qui touchent le centre respiratoire spécifiquement. Donc, vous pouvez voir qu'on est quand même dans les 7 La clientèle MPOC, sous certains critères, c'est assez nouveau qu'on initie la ventilation à long terme. Les blessures de la moelle épinière, les fibroses kystiques qui sont en atteinte de greffe et aussi d'autres diagnostics. Des fois, on a des malformations des voies aériennes supérieures, etc. Donc,
tous nos patients qui sont admissibles au PNABD doivent présenter de l'hypoventilation alvéolaire chronique. Avant de terminer, je voulais aborder une question qui est quand même assez délicate avec vous, puis que le groupe de la SLA me relayait, mais aussi en 21 ans de pratique, je me suis fait poser cette question-là régulièrement, je pense à tous mes patients. Est-ce que je vais mourir étouffée? Je pense que c'est toujours c'est une inquiétude pour tout le monde. Je n'ai pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que je réponds à mes patients, c'est qu'en 21 ans de pratique, il y a personne qui est parti de cette façon-là. Tout le monde, tous les gens que j'ai suivis, tous mes patients que j'ai suivis, ont toujours parti vers l'autre monde de façon wow. OK? Je m'explique. Puis moi, ça m'a toujours rassurée aussi comme humaine de voir que lorsque je vais partir, ça devrait bien se faire. Ça va se faire bien. Pas dans des conditions atroces. Bien, on souhaite tout ça aussi. Mais ça m'a vraiment rassurée de voir tout le départ de mes patients à l'intérieur de 21 ans. Souvent, les patients partent quand ils le veulent et il y a un processus qui se fait. OK? Quand on a de la difficulté respiratoire, il y a des protocoles de détresse respiratoire. Il y a de la médication qu'on peut donner. Il y a la ventilation non invasive. On ne laisse pas quelqu'un souffrir. Deuxièmement, maintenant, il y a l'aide médicale à mourir, mais moi, comme en 21 ans, on n'avait pas ça là, avant. Mais même avant l'aide médicale à mourir, j'ai personne qui est mort, si on peut dire, étouffé. Puis, je vous dirais une fois, puis regardez pas ce film-là, il y a un film qui avait passé à la télé avec Hilary Swank. C'était une jeune dame qui avait la SLA. Elle essayait d'utiliser son BiPAP, elle n'était jamais capable, elle étouffait avec son BiPAP, elle pitchait son masque. J'étais outrée, parce que je me disais, c'est pas ça la réalité, là, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis je trouvais que ça faisait une mauvaise presse. Puis aussi, à la fin du film, effectivement, elle meurt dans des conditions non adéquates, en détresse respiratoire. J'étais tellement fâchée que je me disais, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis même aussi, il y a quelques années, il y a une série québécoise, je voulais écrire à la production, qui ont un peu fait le même scénario, puis j'étais très, très fâchée de ça parce que c'est pas la réalité. Donc, jamais on pourra prétendre de savoir comment on va quitter. Mais comme je vous dis, la seule chose qui me rassure, c'est que ça se passe bien. Puis ça se passe bien quand on a bien dit nos volontés, quand on a bien dit qu'est-ce qu'on voulait pour nous, pour assurer les meilleurs soins puis assurer notre confort. Donc, je ne sais pas, on pourra en reparler après si vous avez des questions. Mais oui, c'est une question très délicate. Puis tous nos nouveaux inhalothérapeutes que je reçois, on en discute de ça parce que tout le monde a cette crainte-là. Donc, je veux vous rassurer, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête, mais que j'espère d'amener un petit peu de velours sur vos inquiétudes en vous disant ça se passe bien. En conclusion, la ventilation non invasive, on n'en a pas parlé, OK? Mais dans les études, dans les dernières études, on dit que la ventilation non invasive va augmenter l'espérance de vie, va augmenter la qualité de vie ainsi que la qualité du sommeil. Puis l'espérance de vie, elle est augmentée parce qu'on corrige le trouble du sommeil. Mais il n'y a pas, je vous dis tout de suite, là, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de données spécifiques, mais on le sait maintenant qu'en corrigeant les troubles du sommeil, ça a un impact important sur, oui, l'espérance, mais aussi la qualité de vie. De plus, les techniques d'aide à la toux sont un plus ajoutées à la thérapie des soins respiratoires parce que j'espère que je vous ai convaincu dans les bénéfices qu'ils peuvent vous apporter. Puis le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est hyper important de respecter les volontés de nos patients. OK? Oui, le recrutement, c'est génial. Nous, on le sait, qu'est-ce que ça peut vous aider. Vous ne voulez pas le faire, c'est correct. Parlez-en. J'en veux pas, c'est correct. Vous changez d'idée, vous nous rappelez, ça me tente de l'essayer, super, on le fait. Donc, c'est important de respecter, nous, c'est notre mot d'ordre ici, on respecte toujours vos volontés à recevoir les soins ou non, à utiliser une ventilation non invasive ou pas. On s'adapte d'après qu'est-ce que vous allez nous exprimer. Donc, voilà, c'est ma conclusion.
Je vais arrêter le partage de ma présentation puis voir vos visages parce que je n'ai pas vu personne pendant la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant et j'avais appris plusieurs choses. J'invite le monde, si vous avez des questions, de soit lever la main ou d'utiliser icône chat et clavarder vos questions. J'ai une question, je vais commencer. Est-ce qu'il y a une limite de temps dans une journée que quelqu'un peut porter une BIPAP? Bonne question. Non, il n'y a pas de limite de temps. On l'utilise après notre confort. Puis c'est une autre question qu'on a souvent. Est-ce que si j'utilise mon BIPAP trop, je vais rendre mes muscles paresseux? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. La réponse est non. Parce que vous l'avez vu, la cage thoracique et ses muscles ont besoin de support. Si vous avez besoin de votre BIPAP, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre en quelque part. Ça veut dire que vous avez des symptômes. Donc, si j'ai des symptômes et j'utilise mon appareil, ben, je vais corriger ma problématique. Puis des fois, ça peut être aussi simple que je commence à être essoufflée. Je vais prendre mon BIPAP 30 minutes, puis après ça, je suis correcte pour le reste de l'après-midi. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de conséquences à utiliser l'appareil et à rendre nos muscles paresseux. Au contraire, quand vous l'utilisez, c'est un positif parce que vous ajoutez de l'énergie vous ajoutez un plus à votre respiration. C'est plus gagnant que perdant. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ah oui, nous avons. Oh, peut-être. OK, il y a une question. Une fois que la trachéostomie soit posée, qu'est-ce que se passe si on change d'idée? Oui. C'est sûr que dans le milieu médical, si on change d'idée, ça veut dire qu'on va enlever la trachéostomie, puis il faut la refermer. Une trachéostomie fraîche devrait se refermer à l'intérieur de quelques jours, sinon il peut y avoir une procédure chirurgicale. Mais c'est sûr que si on va vers une trachéo, c'est qu'il y avait une raison initiale. Ça veut dire qu'il y avait un état où ce que la respiration n'était pas efficace. Ça veut dire que si on ferme la trachéo, c'est est-ce qu'on a une décision d'aller dans des soins de confort. C'est sûr qu'il y a des conséquences. Mais encore là, il y a plusieurs situations. Par exemple, je ne sais pas, on peut avoir fait une trachéo parce que vous êtes arrivé dans une situation, pas d'urgence, mais à long terme, puis que le centre a décidé telle, telle décision, puis finalement, on serait capable de ventiler de façon non invasive, on peut l'essayer aussi. Il y a plusieurs scénarios, ça dépend de l'histoire avant. Qu'est-ce qui a causé la trachéostomie? Mais vous pouvez toujours refuser, puis vous pouvez toujours la faire enlever. Donc, ma réponse complexe et longue et courte, c'est oui et non. Oui, vous pouvez toujours l'enlever, mais il faut voir c'est quoi le plan de soins après. Merci. J'ai une question de Monsieur Oui. Veilleux. Bonjour, est-ce qu'il va, j'ai besoin de lunettes. Je suis désolée. Bonjour, va y avoir bientôt un satellite en Mauricie centre du Québec? Oui. Donc, dans la Mauricie, c'est le PNAVD Québec qui est responsable de prodiguer les équipements à vos intervenants au CLSC. Donc, le modèle de prestation de service est différent entre Montréal et Québec. Donc, comment ça fonctionne dans votre région, c'est que le PNAVD Québec va recevoir votre demande. L'équipement est envoyé à votre inhalothérapeute de votre CLSC qui va assurer votre suivi à domicile. Si jamais ils ne connaissent pas certaines techniques, vous pouvez les référer. Vous pouvez leur demander, hein, exemple, le recrutement, si ça n'a pas été offert à vous, demandez-le. Posez des questions, puis eux, ils ont accès à ces équipements-là. C'est toujours bon de poser des questions suite à ce que vous avez vu. Mais oui, tout le Québec est desservi. Tous les patients du Québec ont droit à ces équipements-là lorsqu'ils sont admissibles au PNAVD avec une assistance ventilatoire. Merci beaucoup. Il y a un commentaire, un rappel de revenir sur les cough assists. Pas sûr. Ouais. Ça, c'est un sujet délicat actuellement. Le cough assist qu'on vous a montré dans la présentation, il a été discontinué par la compagnie Respironics, je pense que c'était l'année passée. C'était un choc dans la communauté, dans la communauté de pratique de la ventilation, le home mechanical ventilation, l'assistance ventilatoire à domicile, parce que c'était probablement le seul appareil au Canada.
Donc, actuellement, Santé Canada a donné certaines autorisations. Il y a 2 nouveaux appareils qui ont fait leur entrée au Canada. Donc, on est en train de les évaluer. On est en processus d'achat d'un appareil, mais c'est très difficile actuellement d'avoir accès à un appareil de type K-Fascis. Pour avoir accès à un appareil de type K-Fascis, actuellement, il faut recevoir une assistance ventilatoire à domicile. Ça, c'est le cadre de référence actuel qu'on a. On travaille. Le cadre de référence est en révision. Je travaille sur la révision du cadre de référence et c'est une des demandes qu'on va faire au ministère que dès qu'on a un patient qui a un besoin de K-Fascis, que ce soit admissible au PNAVD. Actuellement, ça ne l'est pas, mais je vous dis, on travaille pour que ça soit accepté. On ne sait pas non plus au niveau du cadre de référence. On aimerait ça faire. Le volet K-Fascis, c'était le premier volet qu'on a mis en révision. On est encore en attente à savoir quand est-ce qu'il va être traité. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est dans les plans. Mais pour l'instant, je n'ai pas de bonnes nouvelles du fait que pour avoir accès au K-Fascis, il faut vraiment avoir accès à l'assistance ventilatoire à domicile. Puis on se croise les doigts qu'on reste toujours OK dans nos stocks de K-Fascis. On a été chanceux jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je n'ai pas des autres questions dans la section chat, donc j'encourage le monde qui a une question de lever la main ou de clavarder leurs questions. Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà un appareil d'assistance ventilatoire? Est-ce que vous avez des expériences à nous partager? C'est toujours bon, nous, de savoir juste le feedback, mais votre rétroaction, là, est-ce que vous avez compris certaines choses? Madame Lim, est-ce que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible? Oui, normalement, ça va être sur notre site web vendredi, même peut-être demain. Nous sommes assez rapides de mettre ça sur notre site web. Donc, ça va être là pour vous d'écouter encore. S'il n'y a pas des autres questions ou des commentaires, moi, je veux dire un grand merci à Madame Véronique Adam pour son temps, pour son expertise, pour son présentation aujourd'hui. Et je veux dire une bonne journée à tout le monde qui est là avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous voir et d'avoir vous avec nous parmi cette présentation. Merci beaucoup.